personne l'opportunité d'évoquer véritablement les pratiques des agents de santé qui nuisent véritablement aux différents investissements du gouvernement afin d'abord d'offrir des soins de qualité, mais également des soins à moindre coût aux populations, les populations donc à la base dans les différentes localités de notre pays. Mesdames, Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le gouvernement ne ménage aucun effort pour d'abord moderniser les infrastructures sanitaires, ensuite recruter davantage le personnel médical et rendre de plus en plus accessibles les médicaments au niveau des populations. Donc des efforts qui ont amené le gouvernement à adopter un certain nombre de mesures, notamment à cette question de contractualisation de certains de nos hôpitaux qui semblent bien marcher d'ailleurs, également d'autres projets tout dernièrement donc avec l'assurance maladie universelle pour tous. Le gouvernement en conseil des ministres a annoncé déjà que cette mesure va rentrer en vigueur le 1er janvier 2024 qui va toucher donc vous savez qu'il y a déjà l'INAM qui touche beaucoup plus les agents du secteur public. Et ensuite cette mesure va beaucoup plus toucher avec ce projet là d'assurance maladie universelle, ça va beaucoup plus toucher les agents du secteur privé, mais beaucoup plus les couches vulnérables. Voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir également que le gouvernement a adopté un important nombre de mesures afin de réhabiliter nos différents centres sanitaires au niveau de nos localités, mais beaucoup plus pour en construire d'autres, avec notamment la construction des centres de soins mères et enfants dans les 5 régions économiques de notre pays, mais également avec le recrutement régulier des agents de santé. Donc, d'importantes mesures qui, normalement, devraient permettre à ce que les centres de santé puissent offrir aux populations des soins de qualité, mais également à moindre coût avec l'intervention donc de l'autorité publique. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous vous rendrez compte que, et pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les centres de santé publics, vous vous rendrez compte que le comportement de certains agents de santé laisse à désirer. Il faut le dire ainsi parce que beaucoup pensent que lorsqu'on dit que c'est le secteur public égale à la pagaille, le secteur public égale à la médiocrité, le secteur public égale à de n'importe quoi. Je pense qu'il est important qu'on rappelle aux gens l'utilité et les valeurs que doit refléter le service public, l'accessibilité. Le service public doit être accessible, l'égalité. Tout citoyen se trouvant dans les mêmes conditions, dans les conditions définies à la base pour offrir ce service-là, doit normalement pouvoir bénéficier de ce service-là. Et la neutralité qui exige que quelle que soit votre couleur ethnique, votre couleur politique, votre couleur culturelle, vous devez avoir accès donc à ce service public. Donc les soins au niveau de nos centres de santé. Aujourd'hui, quand vous faites un tour dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte que certains agents se comportent comme si, certains agents se comportent comme si ils n'avaient pas connaissance des mesures déontologiques qui gouvernent leur métier, leur profession. Infirmiers, médecins, sages-femmes et tout ce que vous connaissez. L'accueil laisse à désirer dans nos centres de santé. C'est tout comme quand vous vous rendez à l'hôpital, vous allez pour commander ou vous allez pour demander une faveur. Mais l'agent public qui est là-bas doit pouvoir prendre ses responsabilités, se rendre compte que le service qu'il est en train de rendre à l'usager du service public, c'est sur la base de cela qu'il est rémunéré à la fin du mois, qu'il est payé, puisqu'il est payé par l'État, par les contributions des uns et des autres, à travers ce que nous payons en termes de taxes, en termes d'impôts. C'est ce qui permet à l'État de pouvoir vous payer en tant qu'agent de santé. Aujourd'hui, avec le cas qui a eu lieu au CHU de Kara, où des agents de santé se mettent à vendre des médicaments, donc se mettent à vendre donc des médicaments aux malades, mais ce n'est pas leur rôle ça. Ces pratiques-là violent d'abord le code de la santé publique en République togolaise. Ce comportement malsain, incivique de ces agents de santé
est en contradiction avec les dispositions du code pénal liées aux infractions dans le domaine de la santé. Ces comportements villageois sont en contradiction avec la déontologie même du métier ou de la profession liée donc au secteur médical. Comment est-ce qu'on peut permettre à ce que des choses comme ça puissent se produire? Nous avons vu par le passé, si c'est pour sortir et revendiquer l'augmentation des salaires, mais les gens sont prêts. Mais lorsqu'on leur demande en retour de se comporter de façon exemplaire dans les centres de santé, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Si c'est pas le détournement du matériel médical, c'est le détournement des médicaments, des produits qui sont destinés à offrir des soins aux usagers de ces centres de santé, de ces hôpitaux-là, sur toute l'étendue du territoire national. Si ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus des agents qui sont hautains, qui ne savent pas comment on parle aux gens, qui sont là en voyant le patient en train de souffrir, mais ça ne lui dit absolument rien parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va aller à la banque prendre son salaire. Ce n'est pas comme ça que cela se passe dans les privés. Même la plupart des gens qui interviennent dans le secteur public, ben, ils ont des cliniques privées. Ils ont des centres de santé privés également. Pourquoi est-ce qu'ils ne se comportent pas comme ça dans ces centres-là et que c'est dans les hôpitaux publics pour dégrader l'image des hôpitaux publics, pour mettre à mal les différents investissements faits par les autorités en vue d'offrir aux populations des soins de qualité et à moindre coût? Pourquoi ce comportement incivique dans nos hôpitaux? Pourquoi? Entre-temps, le ministre de la Santé, mettant en œuvre cette disposition adoptée par le gouvernement, notamment la contractualisation de nos hôpitaux, a permis de faire des économies importantes. Cela a permis donc de faire des économies très importantes. Et ensuite, cela a permis d'assainir un peu la gestion hospitalière dans nos hôpitaux. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait penser à des mesures dissuasives, des mesures de prévention pour qu'on n'assiste pas à ces comportements villageois, si je peux le dire ainsi, des comportements inciviques dans nos hôpitaux. Que des agents quelconques puissent se permettre de traiter les usagers qui viennent pour avoir accès aux soins, des personnes qui sont malades. Vous faites ce qu'on appelle, vous rackettez les malades, vous rackettez les usagers des hôpitaux, vous détournez les médicaments, vous détournez le matériel médical mis à vos dispositions pour pouvoir offrir aux populations qui viennent dans les hôpitaux les soins de qualité. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est déontologiquement, est-ce que c'est bien? Nous devons nous interroger de la même manière, de la même rigueur, quand les syndicats sortent pour revendiquer des meilleures conditions de travail et de vie, il faut qu'ils soient aptes également à dénoncer ce genre de pratiques qui mettent en cause beaucoup d'agents publics aujourd'hui, dans les CMS, dans les centres préfectoraux de santé, dans les centres préfectoraux de santé, dans les CHR, dans les centres hospitaliers régionaux, dans les CHU même. Le malade ne fait plus pitié. Lorsqu'il arrive, on le laisse comme ça en train de traîner, comme quoi il n'y a pas de lit, comme quoi il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ben, on le parle même de façon irrespectueuse, alors que vous êtes payé par rapport aux contributions des uns et des autres. À la fin du mois, vous avez le salaire ou bien. Dans les centres de santé privés, mais eux, ils savent que c'est par rapport aux soins, aux services qu'ils offrent aux patients. C'est sur la base de cela qu'ils sont payés. C'est sur la base de la capacité de ce centre de santé de réaliser des chiffres d'affaires qui permettent de leur payer à la fin du mois. Donc, ils se comportent bien quand ils vont dans ces centres-là. Ils se comportent bien. C'est l'hôpital public qui est devenu un dépotoir. C'est au niveau de nos hôpitaux publics qu'on peut faire de n'importe quoi. Pourtant, ils ont étudié pendant des années. Les médecins ont étudié pendant plus de 7 ans. Ils sont nantis d'un titre de docteur. Ils prêtent serment. Ils connaissent les règles déontologiques de leur profession. Mais malgré tout cela, ils se comportent comme ça. D'autres même se permettent de venir en retard au bureau.
Pourtant, quand vous regardez un peu, vous allez dans les CHU, il y a que il n'y a pas assez de spécialistes. Peut-être il est le seul. Il se permet de venir à 11 heures ou de venir à midi. Pendant ce temps, il y a déjà une longue queue de malades qui attendent, de patients qui attendent. Et il est là, il fait à peine 1 heure 30, puis il dit que c'est bon, il ne reçoit plus. Et il part. Et quand il part, où est-ce qu'il va? Il va dans sa clinique. Il va dans son centre de santé privé. C'est ça qui est important pour lui. C'est l'argent qui est important pour lui. La vie des patients, la vie des malades, la vie des usagers des services de santé ne constitue pas une préoccupation pour lui. Pourtant, il a prêté serment. Des gens arrivent dans les centres de santé, ils sont là, ils souffrent. On les voit en train de souffrir, mais ils disent qu'ils ne peuvent rien faire pour la personne. La personne n'a qu'à aller acheter ceci, la personne n'a qu'à aller acheter cela, c'est ça, ceci, ou bien non, on va te vendre tel produit, ou bien non, c'est le laboratoire, on t'a demandé telle analyse, bon, si tu veux, nous, on peut te faire ça, ceci. Chacun a pris l'hôpital public comme son business personnel. C'est un domaine où les gens peuvent faire de n'importe quoi. Après tout, c'est pour aller sortir, critiquer le gouvernement, critiquer les autorités, que comment on peut laisser les hôpitaux dans cet état, comment on peut faire ceci. Pourtant, ce ne sont pas les mesures qui en manquent. Les projets par ici, par là, la réhabilitation des infrastructures sanitaires, les équipements qui sont renouvelés, qui sont renforcés, le personnel médical qui est recruté. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Il faut qu'il y ait des hommes capables d'appliquer toutes ces mesures-là. Les réformes, ce n'est pas le chef de l'État qui le fait. Ce ne sont pas les ministres qui vont l'appliquer. C'est nous, en tant qu'agents de l'État, en tant que citoyens, qui devons veiller à l'application de ces règles-là au niveau de chaque secteur nous concerne, notamment à l'hôpital. Lorsqu'il y a de tels investissements, depuis plusieurs années, quand vous regardez le budget de l'État, les secteurs qui ont une attention particulière du gouvernement, mais vous verrez le secteur de la santé, vous verrez le secteur de l'éducation, vous verrez le secteur de l'agriculture. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on en voit? Des gens se comportent de façon irresponsable, de façon incivique. Mais comment voulez-vous que les choses s'améliorent dans nos centres de santé si les agents de santé ne sont pas prêts à aussi jouer leur partition? Si les agents de santé sont devenus des businessmen, si les agents de santé sont devenus des escrocs, des gens qui détournent les produits, qui raquettent les patients. Mais nous ne pouvons pas évoluer dans de telles conditions. Quels que soient les investissements que les plus hautes autorités vont opérer, mais nous ne pourrons pas arriver à ce résultat-là, qui consiste à offrir des soins de qualité aux populations, offrir un accueil chaleureux. C'est-à-dire que même les experts sont d'accord pour dire que lorsque quelqu'un est malade et qu'il arrive dans un centre de santé, mais s'il est bien accueilli, il est à moitié guéri. Parce qu'il se sent confortable dans le cadre dans lequel il est venu. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu partout comme ça, hein, dans nos différents secteurs d'activité. Le ministre de la Sécurité a dit, il est interdit de pouvoir corrompre ou de verser des pots de vin aux agents de sécurité qui sont sur la route. Mais toi, chauffeur, qui conduit ta voiture, tu sais que tu n'es pas en règle. Tu sais que tu transportes les gens dans ta voiture. Mais c'est-à-dire que tu sais que tu n'es pas en règle. Tu mets en danger la vie des populations. C'est toi qui vas aller verser un pot de vin de 1000 francs aux policiers. Sur tout ton trajet, tu vas corrompre peut-être 5 à 6 policiers. Et demain, c'est toi qui vas aller sortir que le pays ne va pas bien. Comment le pays peut aller bien si toi-même tu es prêt à corrompre les gens? Si toi-même tu ne joues pas ta partition? Parce que les mesures qui sont prises par les plus hautes autorités, notamment la mise en place d'un numéro vert pour dénoncer de telles pratiques-là, mais si vous ne dénoncez pas, si vous ne jouez pas votre partition, les choses ne vont pas s'arranger. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Les mesures qui sont prises, les réformes qui sont mises en œuvre, les gens disent ça ne va pas. Mais qui va venir faire ça? C'est pas le chef de l'État, ce n'est pas Madame le Premier ministre, ce ne sont pas les membres du gouvernement, c'est chacun. En ce qui le concerne, à l'état où la personne est, chacun doit jouer sa responsabilité, sa partition. Nous devons être prêts à un moment donné à respecter les règles, à nous comporter en tant que responsable, en tant que père de famille, en tant que mère de famille. Ou bien, ça doit nous interpeller ce qui se passe dans le secteur de la santé. C'est énorme, c'est profond. Moi, je suis même d'accord que le gouvernement privatise cela.
que le gouvernement puisse lancer un appel à concurrence pour pouvoir recruter un partenaire privé pour gérer nos hôpitaux, pour qu'on puisse mettre de l'ordre dedans, parce que on nomme des gens à la tête de ces centres de santé, de ces CMS, de ces CHU, de ces CHR, mais après tout, on ne voit pas de résultats. Quand on arrive, on dit ceci a disparu. Les médicaments qu'on a convoyés pour pouvoir assurer tel traitement, les médicaments, on ne les voit plus. Les gens font rentrer des produits dans le circuit. Au lieu de vendre moins cher les produits aux populations, ils font de la surenchère. Ils augmentent les prix sur les produits. Comment voulez-vous que cela augmente? Mais je suis d'accord. Il faut que le ministre de la Santé puisse sanctionner sévèrement donc ces agents délictueux, ces agents indélicats, ces agents véreux. Il faut qu'ils soient sanctionnés, qu'ils servent d'exemple pour les futurs candidats. Il faut que le code pénal s'applique rigoureusement. Il faut que le code de la santé publique en République togolaise puisse s'appliquer véritablement. Si quelqu'un, comment l'appelle-t-on, si quelqu'un viole les règles déontologiques de sa profession, mais il faut qu'on le sanctionne également. Il faut qu'il serve d'exemple aux autres. Nous ne pouvons pas permettre à ce que des individus mal intentionnés, des individus malhonnêtes, des gens véreux comme ça, puissent mettre en cause les efforts du pays dans ce sens-là. Les efforts des plus hautes autorités, les réformes opérées dans ce sens. Nous ne pouvons pas permettre cela. Nous ne pouvons pas permettre à ce que les gens aillent à l'hôpital et meurent à cause des comportements de ces agents de santé. Nous ne pouvons pas permettre à ce que quelqu'un quitte sa maison, aille à l'hôpital pour pouvoir être traité à cause de la négligence, à cause de l'incompétence des gens, que la personne perde la vie. Ce n'est pas possible en ce 21e siècle. Nous ne pouvons pas être d'accord avec cela. C'est pour cela, nous voulons attirer l'attention des uns et des autres. C'est ensemble que nous allons dénoncer ce genre de pratiques. Dénoncez-les. Donnez leur nom. Quand on va les sanctionner, ils vont se retrouver à la maison. Je pense qu'ils vont changer. Des médecins qui viennent en retard parce que c'est un service public. Des médecins qui ne viennent même plus. Au lieu de s'occuper des populations dans les centres de santé publique, ils arrivent, ils convoient les malades dans les cliniques. Parce que eux, c'est l'argent qui compte pour eux. C'est l'argent qui est important pour ces agents de santé. Je ne dis pas que tous les agents de santé sont comme ça, hein. Il y a des exceptions. Mais il y a des gens comme ça qu'on retrouve un peu partout, dans tous les secteurs d'activité, notamment au niveau du secteur de la santé. Des individus véreux comme ça. Des gens sans scrupules. Des gens qui n'ont même pas pitié des populations. Des gens qui ne veulent pas que le pays change. Des gens qui mettent en mal l'application des mesures. Mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas permettre cela. Et nous devons jouer notre rôle de veille citoyenne, nous les populations. Lorsque tu vas à l'hôpital, tu rencontres de telles pratiques, il faut dénoncer. Comme cela fut le cas au niveau du CHU de Kara. Il faut dénoncer ces pratiques malsaines, ces racketages dans nos hôpitaux, ces comportements inciviques des agents de santé. Dénonçons-les. Il faut qu'on les dénonce. À force de les dénoncer, là, on finira par les sanctionner. Voilà. Nous ne pouvons pas permettre que des choses comme ça perdurent dans nos centres de santé. Nous ne pouvons pas permettre cela. Et je pense que quand vous avez de tels réseaux qui s'installent dans ce genre de service, mais la première personne à sanctionner, c'est le premier responsable de l'hôpital. Il faut le dégager de là. Il faut le retirer ses responsabilités. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de gérer un hôpital, mais il faut le dégager. Il faut mettre des gens capables de le faire. Sinon, comment on peut être responsable et ne pas être au courant de ces choses-là et laisser ces trucs-là perdurer? Un responsable d'hôpital qu'on ne voit jamais à l'hôpital. C'est quoi ça? Quel est son rôle, au fait? Il doit être là, veiller à ce que chaque secteur de l'hôpital fonctionne. La radiologie, comment l'appelle-t-on? Je ne connais pas tous les aspects, mais la maternité, l'infirmerie, tous ces trucs-là, la consultation. Il faut que la personne qui est à la tête de ce centre de santé puisse veiller donc au respect des règles éthiques et de déontologie. Il faut que la personne veille à ce que les populations aient accès à des soins de qualité, à des soins, à de meilleurs soins d'ailleurs.
Il faut qu'il s'assure que les agents de santé se comportent bien. Donc, la première personne à sanctionner, c'est le premier responsable. Il faut le sauter de là. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Il n'est pas capable de gérer l'hôpital. Il faut le dégager de là. Comme ça va servir de leçon aux autres. Ce ne sont pas les investissements publics qui en manquent énormément. Jetez un coup d'œil dans nos budgets au cours de ces 5 dernières années. Le secteur de santé, une attention particulière du gouvernement. Le secteur de l'éducation, même chose. Le secteur de l'agriculture, même chose. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est parce qu'il y a des individus comme ça qu'on retrouve un peu partout. C'est leur intérêt personnel qui compte. L'intérêt général de la population leur importe peu. Ils sont prêts même à sacrifier la vie des patients pour arriver à leur but. Gagner de l'argent, gagner et gagner. Vous allez partir laisser tout cela. Comportez-vous en deux agents publics responsables. Soyez des exemples pour les jeunes qui arrivent. Contentez-vous de ce qu'on vous paye à la fin du mois et cherchez à ce que cela s'améliore. C'est cela l'objectif. Je pense que nous allons de temps en temps revenir sur de tels sujets parce qu'il y en a plein à dire sur ce sujet-là. Mais j'ai voulu qu'on aborde ce sujet-là cette semaine pour qu'on vous fasse l'état des lieux de ce que nous vivons dans nos hôpitaux. Moi-même, j'en suis témoin. Je fréquente les hôpitaux publics. J'ai subi de tels traitements. Aucune considération quand tu vas dans les CMS. Aucune. On ne te calcule même pas. C'est tout comme toi, tu ne représentes rien. Même pour t'administrer le traitement, tu dois les supplier pour qu'ils t'administrent le traitement. C'est quelle histoire ça? Pourtant, ils sont payés à la fin du mois pour le travail qu'ils font. Voilà un peu. Mesdames, messieurs, nous n'allons pas traîner sur ce sujet. Il y a d'autres sujets que nous avons souhaité aborder avec vous cette semaine. Notamment ce deuxième sujet, le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Beaucoup de femmes n'en parlent pas. Elles n'en peuvent plus, si je peux le dire ainsi. C'est un réel problème dans l'administration publique, dans le secteur privé, dans les ONG, mais également dans les ateliers et tout ça là que vous voyez. Les femmes sont victimes de violences sexuelles, de harcèlement sexuel. Pourtant, ce ne sont pas les mesures qui en manquent. Le cadre juridique est très renforcé avec le code pénal, avec le code du travail, avec le statut général de la fonction publique. Avec quoi? Avec le code des personnes de la famille, avec tout cet arsenal juridique et réglementaire. Mais les femmes subissent toujours de ce genre de violence, de ces abus-là, à cause des comportements irresponsables des hommes, à cause des comportements malsains de certains hommes. Pas tous les hommes, mais de certains hommes. Comment pouvons-nous comprendre les femmes qui sont... D'ailleurs, même, il y en a une multitude, des femmes mariées, même enfants des frères, des femmes mariées, des femmes célibataires, qui arrivent dans un service et la préoccupation première des gens, si c'est son premier responsable, il profite de sa position. Il abuse de la personne avec des harcèlements, des messages par ici, par là, des attouchements sexuels, du harcèlement, du chantage même. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'on se ressaisisse. Il faudrait que les femmes en parlent. Il faut que les femmes aient le courage de dénoncer ces gens-là, ces véreux-là, ces personnes malsaines-là, ces personnes qui n'ont pas qui ne montrent pas une bonne image de notre administration, qui ne montrent pas une bonne image du secteur privé, qui ne montrent pas une bonne image du secteur privé. Vous, lorsque vous voyez une femme qui arrive dans un service, votre seul but, c'est de pouvoir coucher avec la personne. C'est quelle histoire ça? Votre seul objectif. Lorsqu'un stagiaire arrive dans un service, dans une institution, tu vas voir les hommes, même ils font même comment je vais dire ça? Ils jouent, c'est sous forme de compétition pour voir quelle est la première personne qui va arriver à coucher avec la fille. Et lorsque vous couchez avec elle, ça devient des moqueries, ça devient des insultes. Vous ne voulez même plus voir le visage de la personne. Vous harcelez la personne par les appels, par des messages. Vous appelez régulièrement la personne dans votre bureau. Vous la touchez un peu partout. Mais c'est quel comportement animal ça? C'est quelle sauvagerie?
C'est quoi? C'est quelle attitude ça? La personne est venue travailler. La personne doit pouvoir faire preuve de ce que la personne sait faire, hein, son savoir-faire. Qu'est-ce que la personne est capable d'apporter à votre entreprise? Qu'est-ce que la personne est capable d'apporter à l'entreprise? Qu'est-ce que la personne est capable d'apporter à l'administration? Qu'est-ce que la personne est capable d'apporter au bon fonctionnement de vos projets, tout ça là? La personne n'est pas là pour coucher avec vous. La personne n'est pas là pour que vous la touchiez un peu partout quand vous voulez. Vous tapotez ses fesses, vous touchez ses seins un peu partout, vous touchez ses parties intimes. C'est irrespectueux. C'est contraire à la loi. C'est contraire aux différentes règles. Vous, vous êtes un danger public pour notre pays. Vous qui vous comportez comme ça. Des hommes, un homme ne se comporte pas comme ça. Ça devient des menaces. Et même pour que la personne puisse trouver du travail chez vous, vous proposez à la personne de coucher avec elle, de coucher avec la fille de quelqu'un. Si c'est à votre fille on faisait cela, est-ce que vous serez content? Si c'est à votre femme qu'on harcelait régulièrement à longueur de journée parce que la personne a choisi de venir travailler, être autonome financièrement, vous voulez profiter de la personne, vous voulez profiter de sa vulnérabilité. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Pourquoi cette attitude dans notre administration publique? Pourquoi cette attitude dans le secteur privé? Pourquoi cette attitude dans les ONG? Ces directeurs d'ONG, des prédateurs sexuels. Pourquoi? La femme est-elle devenue un objet? La femme est une chose. C'est une chose, c'est votre chose. Vous devez la chosifier. Vous l'envoyez des messages à longueur de journée. Vous la harcelez. Pourquoi vous faites ça? Malgré les sensibilisations, malgré l'intervention des ONG, malgré toutes les mesures qui sont prises, c'est un phénomène qui gangrène et qui tue silencieusement les femmes. Parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles ne peuvent plus parler, parce qu'elles n'ont pas le courage de dénoncer ces bourreaux-là. Mais je pense que le début de la solution, c'est que les femmes doivent avoir le courage de dénoncer ces gens-là, ces pervers-là. Les femmes doivent être capables de dénoncer ce genre de pratique. Ces choses-là, c'est pas seulement en Afrique, hein, même en Europe. Même en Europe, même aux États-Unis, dans les entreprises, dans l'administration publique. Tu vas voir de ce genre-là, des petits hommes-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous comportez de la sorte? Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à la femme, à votre femme à la maison, mais ne faites pas ça aux autres. Ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à votre fille, parce qu'elle a eu le courage d'aller chercher du travail dans votre entreprise, parce qu'à un moment donné, elle est arrivée dans l'administration, elle est sous votre responsabilité, vous voulez profiter de votre position pour abuser d'elle, vous l'appelez à longueur de journée dans la journée, vous la donnez des rendez-vous, attendez, comportez-vous en deux hommes responsables. Comportez-vous en deux hommes responsables. Parce que ça, vous ne donnez pas une bonne image de l'administration publique. Parce que ça, vous ne donnez pas une bonne image du secteur privé, qui est un secteur dynamique, qui contribue donc au développement de notre pays. Parce que ça, vous ne donnez pas une bonne image de la société civile, qui est contributive, qui accompagne les efforts du gouvernement par vos actes-là. Ailleurs, vous avez vu, ailleurs comme en Europe, la législation, elle s'applique. Parce que les gens, à un moment donné, ont eu le courage de dénoncer ces pervers-là, ces personnes ignobles. Parce qu'à un moment donné, les femmes ont eu ce courage-là de dénoncer ce genre d'actes. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons éduquer nos enfants. Nous devons éduquer les femmes. Nous devons éduquer les filles à dénoncer. Mais quand on dénonce, il faut que la loi s'applique véritablement. Il faut que les gens soient sautés de leur poste de responsabilité. Parce qu'ils en abusent. Ils profitent de cette position pour abuser des femmes avec des attouchements. Parce que souvent, le harcèlement, comment cela se manifeste? C'est des messages à longueur de journée. Hein? C'est des appels incessants. C'est des rendez-vous. Je veux te voir à telle heure. Tu fais traîner la personne au bureau jusqu'à 19 heures. Parce que tu es son responsable hiérarchique. Elle ne peut rien faire. Mesdames, dénoncez-les. Il faut que vous les dénonciez. Si vous ne pouvez pas, écrivez-nous, nous allons les dénoncer dans ce pays-là. Nous allons vous aider à aller les dénoncer.
Nous allons constituer avec vous des preuves pour dénoncer, pour que vous n'ayez plus à subir cette humiliation ubesque, cette humiliation inadmissible. La femme doit être traitée convenablement. Si vous voyez une femme qui vous plaît, draguez-la, courtisez la femme. Soyez un gentleman. Ne profitez pas de votre position de chef hiérarchique. Ne profitez pas de votre position parce que la personne se trouve dans une situation de vulnérabilité, parce que la personne a eu le courage de venir dans votre entreprise pour demander du travail, parce qu'à un moment donné, la personne a été affectée dans votre section, dans votre service, parce que la personne est venue en stage, tout le monde veut coucher avec elle. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi ces comportements de Moyen-Âge? C'est quoi ces comportements? C'est quoi? Vous ne pouvez pas bien vous comporter dans une entreprise, vous ne pouvez pas bien vous comporter dans l'administration, vous concentrer sur ce quoi l'État vous a recruté, ce pourquoi vous avez venu dans l'administration publique, ce pourquoi vous avez venu dans le secteur privé. Vous ne pouvez pas adopter un comportement responsable, exemplaire. Pourquoi? Vous dérangez les enfants des gens. Vous dérangez les femmes d'autrui. Pourquoi vous faites ça? Mesdames, mademoiselles, dénoncez-les, je vous en prie. Dénoncez-les. Si vous ne pouvez pas, écrivez-moi. Écrivez-nous. Nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer. Ces pratiques-là, ça devient récurrent. Ça devient récurrent dans tous les secteurs d'activité dans notre pays. Mais les femmes n'ont pas le courage de le dénoncer. Elles ne peuvent pas dénoncer. Elles ont peur. Elles ont peur de dénoncer. C'est une honte pour elles. C'est une humiliation. Surtout quand la personne a abusé de la personne. Vous l'appelez dans votre bureau, vous couchez avec elle. Vous profitez, vous abusez d'elle. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que vous envoyez un bon message? Est-ce que vous montrez une bonne image de votre service? Est-ce que vous montrez une bonne image de votre secteur? Non! Non! Non et non! J'ai voulu consacrer aussi quelques minutes pour aborder ce sujet-là. C'est un sujet qui n'en finit jamais. Moi, je me ferai le plaisir, tant que je serai en vie, de parler. Parce qu'à force de parler, on finira par vaincre ce mal-là, par vaincre ce fléau. Les gens auront le courage de dénoncer. Parce que les experts sont d'accord là-dessus. La première action à faire pour se libérer, c'est de parler, c'est de se confier à quelqu'un. Lorsque vous vous confiez à quelqu'un, mais vous vous libérez à moitié. Vous vous sentirez beaucoup plus mieux. Vous aurez un soutien. Et ce sera un début de solution pour votre problème. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'aller écarter vos jambes pour avoir du travail. Rassurez-vous, mesdames, messieurs, vous n'avez pas besoin de céder au chantage, au harcèlement, aux menaces de vos supérieurs hiérarchiques pour prouver ce que vous pouvez faire, mesdames. Les femmes sont capables de beaucoup de choses. Le chef de l'État a placé une véritable confiance à la femme, à la confiance de lourde responsabilité. Vous voyez, la plupart de nos institutions sont aujourd'hui dirigées par les femmes. Parce que vous avez à la tête de l'État un leader éclairé qui sait que la femme est capable de beaucoup de choses. La femme ne se limite pas au foyer. La femme ne se limite pas à faire des enfants. La femme peut également contribuer au développement de notre pays. Voilà le message que j'ai voulu passer à travers ce rendez-vous-là de cette semaine. Je sais que nous pouvons continuer les débats autour. Laissez-moi des messages. Écrivez-moi sur mon compte WhatsApp. Si vous avez déjà vécu de telles situations, que vous n'en pouvez plus, mais je suis là pour vous aider. Écrivez-moi, ensemble nous trouverons une solution. Le dernier sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne, on n'en finira pas de parler, c'est la question des coups d'État. Et au Niger, le coup d'État affaiblit la démocratie et la sécurité régionale, selon le chef de la diplomatie nigériane, qui intervenait cette semaine sur France 24, une chaîne française. J'ai voulu qu'on analyse un peu la situation de cette déclaration de ce diplomate-là, d'un pays qui assure aujourd'hui la présidence en exercice de la CEDEAO, le président nigérian. Il a dit deux choses. Le coup d'État a affaibli la démocratie et la sécurité régionale. Regardez un peu
Jetez un coup d'œil dans ces pays, que ce soit au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée-Conakry. Aujourd'hui, on ne parle plus de la démocratie. C'est une dictature qui ne dit pas son nom. Les droits de l'homme sont bafoués. Regardez ce que celui-là est en train de faire en Guinée-Conakry. Le colonel Doumbia, il a fait casser toutes les maisons des opposants, malgré qu'ils ont prouvé à la justice qu'ils avaient des papiers régulés délivrés par l'État guinéen. Il a cassé tout. Il est contre toute contradiction. C'est-à-dire qu'il a interdit toute manifestation. Dès qu'il y a une manifestation, c'est-à-dire qu'il y a une riposte sans pareil. Au Mali, il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix du régime en place. Les putschistes qui sont là. Il n'y a plus d'opposition. Personne ne peut parler. Même l'imam Diko qui a annoncé qu'il organisait une grande manifestation. La manifestation sera muselée correctement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Les gens ne sont plus en mesure de dire le contraire de ce que le régime militaire en place dit. Les journalistes ne sont plus libres de critiquer, de contrarier la position officielle ou la position des officiels. Des gens qui ont dénoncé à longueur de journée la démocratie à l'occidental qui semble-t-il avait échoué selon eux. Mais c'est le même régime qui continue avec un président super puissant. Vous voyez un peu la constitution du Mali qui a été adoptée avec le référendum. Mais la question du référendum, là, c'est un mécanisme démocratique. Vous convenez avec moi. L'adoption d'une nouvelle constitution. La constitution, c'est une pratique constitutionnelle d'avoir un texte fondamental qui régit les différents pouvoirs de l'État. Et ils sont même allés à renforcer les pouvoirs du président de la République. C'est quelle contradiction? Vous dites que leur démocratie a échoué, mais pourtant, depuis que vous êtes là, c'est ce que vous appliquez. Pire, vous faites encore des gymnastiques pour pouvoir détenir tous les pouvoirs dans votre main. Regardez au Burkina Faso. Mais le monsieur qui est là-bas, il est contre toute contradiction. Il a fait fermer certains médias parce que ces médias ont osé critiquer. Il n'y a plus une voix discordante, il n'y a plus une voix qui peut se lever et dire que non, nous ne sommes pas d'accord par rapport à telle démarche. C'est comme le pays est dirigé sous une seule direction. Mais c'est mauvais. Ça ne contribue pas au développement du pays. Dans un pays, quand vous n'avez pas des gens qui critiquent, des gens qui sont là pour vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon, vous pensez que le peuple doit regarder dans une seule direction, mais vous faites fausse route, vous allez échouer. Vous allez échouer lamentablement. Et quand vous allez tomber, le bruit sera très fort que vous ne vous rendrez jamais compte. Vous avez détruit la démocratie dans la sous-région. Les coups d'État n'ont jamais fait avancer un pays. Regardez un peu la situation de ces pays qui ont subi des coups d'État sur 3 ans, 4 ans, depuis plus de combien, 15 ans, 16 ans, pour certains 20 ans. Vous allez voir dans certains pays, il y a eu 3 coups d'État en l'espace de 15 ans. Dans d'autres, il y a eu 4 coups d'État. C'est-à-dire que vous prenez le pouvoir, vous dites que toutes les institutions de la République sont dissoutes, la Constitution est suspendue, vous organisez de façon fanfaronnole, vous organisez de façon intempestive, comment vous allez vous appeler ça, rassemblement du peuple, certains disent congrès du peuple, à coup de milliards, vous faites venir des gens, et c'est eux qui doivent venir définir, non seulement ils vont signer la charte de la transition, mais c'est quelle connerie ça. Ensuite, c'est eux qui vont définir le délai de la transition. Vous voyez comment vous dilapidez l'argent public, alors que cet argent-là que vous avez pris pour organiser ces manifestations, ces rencontres-là auront pu servir à financer un projet dans le secteur de la santé, par exemple, ou dans le secteur de l'agriculture, ou de l'éducation. Vous retardez nos pays. Vous retardez nos pays par vos comportements-là. Monsieur les militaires, votre place, c'est dans la caserne. C'est à la caserne. Si vous n'êtes pas à la caserne, vous devez être sur le champ de bataille. Nos armées de la sous-région doivent comprendre une chose. La force de l'arme n'a jamais résolu un problème. Tous les pays ont des problèmes, hein. Les pays que vous voyez aujourd'hui, les pays développés, la Russie, même la Russie.
Monsieur Poutine, il organise les élections chez lui, ou bien est-ce qu'il a une fois critiqué que non, c'est une démocratie à l'occidental? Ils ont un parlement, ils votent des lois, ou bien tous les instruments qui permettent à ce qu'ils puissent gouverner sont en place. Il y a une opposition qui est muselée d'ailleurs. C'est sur ce pays-là que vous voulez prendre de l'exemple. C'est sur ce pays-là que vous voulez prendre l'exemple. Vous avez détruit notre démocratie sous-régionale. Vous avez détruit cet idéal-là que nous avons. Tous les pays, toutes les grandes puissances que vous voyez aujourd'hui ont des difficultés. La démocratie n'est pas parfaite dans ces pays. Même la France. Même la France a des problèmes. Au plan national, sa politique nationale, sa politique interne, ils ont des problèmes. Ça veut dire que les pays africains ont également des problèmes. Nous avons des défis à relever. C'est pour ça que nous ne pouvons pas permettre à ce que des individus comme ça sortent un beau matin parce qu'ils ont la force de l'âme et prennent le pouvoir. Ils nous retardent. Les gens, les populations doivent comprendre. C'est malheureux aujourd'hui, quand il y a coup d'État, vous voyez les populations sortir manifester. Ça va vous retarder. Cela ne va pas changer votre quotidien. Cela ne va pas vous donner les 3 nourritures à manger. Cela ne va pas améliorer votre condition de vie et de travail. C'est seul le travail. Seul le travail va le faire. Parce qu'ils sont en train de détruire l'idéal démocratique. Ils sont en train de déstaurer des régimes militaires à la tête de nos pays. Sinon, comment comprendre que vous dites que, bon, pour des gens que c'est l'insécurité qui a fait que vous avez pris le pouvoir. Mais quelle insécurité? Puisque depuis quelques années, depuis plus d'un an que vous avez pris le pouvoir, vous n'êtes pas capable de restaurer l'intégrité de votre territoire. Qui trompe qui finalement? Ça c'est de 1. De 2, il dit, le coup d'État au Niger a affaibli la sécurité régionale. Ça c'est clair. Le coup d'État affaiblit la sécurité régionale parce qu'aujourd'hui, les militaires, au lieu d'être sur le champ de bataille, leur seule préoccupation, c'est comment faire pour conserver le pouvoir. C'est comment faire pour exercer le pouvoir. Donc, au lieu d'aller sur le champ de bataille, sur les champs où les rebelles sont en train de menacer les différentes parties de nos territoires, ce sont eux-là qui sont à Niamey, qui sont à Ouagadougou, qui sont à Bamako, qui sont où? Qui sont à Conakry, qui sont dans des palais, dans des palais climatisés, qui sont véhiculés. Un colonel qui est à la tête d'un pays, c'est anormal. Un capitaine qui est à la tête d'un pays, c'est anormal. Ce sont des gens qui doivent diriger des régiments, qui doivent diriger des troupeaux sur le champ de bataille, qui doivent être au devant pour commander les militaires, pour combattre le djihadisme, pour combattre le terrorisme. Mais ça a affaibli parce que ces pays-là qui sont instables là, ont créé de l'instabilité également au niveau des frontières que nous avons avec le Mali avec le Bénin avec le Burkina Faso, le Togo avec le Burkina Faso avec le Ghana, le Bénin avec le Niger. Vous voyez, nous avons des frontières poreuses. Mais quand vous avez des frontières poreuses, qu'il y a de l'instabilité comme ça, mais les gens vont en profiter. Les gens vont en profiter pour vous attaquer, pour vous anéantir. Et quand ils vous anéantissent, c'est le développement de votre pays qui est en jeu. Vous n'avancez pas, messieurs. Arrêtez de tromper le peuple. Les coups d'État n'ont jamais arrangé quoi que ce soit. Regardez les pays qui ont connu des coups d'État au cours de ces 15 dernières années. Où est-ce qu'ils en sont? Sont-ils devenus des pays émergents? Sont-ils différents de nos pays aujourd'hui? Non. Nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité pour penser au développement. Parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment faire pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos concitoyens. Et ça, nous ne pouvons pas le faire quand il y a la guerre, quand il y a une instabilité de pouvoir, quand il n'y a pas des autorités sur place pour penser, pour mettre en œuvre des politiques, et quand il n'y a pas de populations qui sont prêtes à accompagner ces efforts-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez cela. Arrêtez de justifier les coups d'État. Arrêtez, une fois de bon, cette pagaille. Nous n'avons pas besoin de ça au niveau de nos États. Nous avons besoin de pouvoirs stables. Nous avons des gens visionnaires. Nous avons des gens éclairés. Nous avons des gens qui soient capables d'aller chercher les intérêts du peuple ailleurs. Nous avons des gens qui peuvent faire venir des gens parce que nous avons nos intérêts au niveau de ces pays-là. C'est cela qui est important pour nous.
Je sais pas si je me fais comprendre. Je pense qu'il est important que chacun de nous réfléchisse et qu'on voit ce qui est bien pour nous. Est-ce que c'est quand il y a coup d'État qu'on doit sortir pour jubiler? Et après avoir jubilé, quelle est la suite? Mesdames, Messieurs, je pense que nous avons fait le tour de tous ces trois sujets. C'est devenu une coutume. Chaque semaine, nous allons nous retrouver ensemble. Ce sont des réflexions que nous faisons. Nul n'est parfait. Et je sais qu'ensemble, nous allons dégager des idées qui puissent avancer nos pays. Nous n'allons pas être dans l'irréel. Nous n'allons pas être dans le panafricanisme 2.0. Nous sommes dans la réalité. Les grandes nations, comme je le dis, les grandes puissances se sont construites. Les grandes nations, les grandes puissances se font respecter par le fruit du travail, par le travail, par la résilience de leur économie, par l'engagement des citoyens, par la contribution des uns et des autres, pas par de belles paroles, pas par de beaux discours, pas par des discours haineux, des discours de complaisance, pas par ça, par la contribution, par des gens visionnaires qui ont cette capacité-là de diriger des pays. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Les sujets sont très pertinents. Nous avons eu des échanges assez fructueux. Nous allons continuer le débat. Tous mes comptes officiels sont ouverts pour vos contributions, pour vos témoignages également par rapport à des sujets que nous avons combattus. Nous avons débattu autant pour moi. Je me ferai le plaisir de vous retrouver, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine avec le même plaisir. À très bientôt.